Un homme qui n'a jamais commandé d'armée a écrit le livre de guerre le plus influent de l'histoire humaine. Un texte vieux de 2500 ans guide aujourd'hui les stratèges militaires, les entrepreneurs, les négociateurs, les sportifs de haut niveau. Comment est-ce possible ? Pourquoi les généraux du XXIe siècle étudient-ils les mots d'un penseur qui n'a jamais vu une arme à feu, un char d'assaut, un avion de combat ? Quelle vérité a-t-il découverte sur la nature du conflit qui transcende les époques, les technologies, les cultures ? Avant de répondre, imaginez ceci. Et si la guerre n'était qu'un prétexte ? Et si ce livre parlait en réalité de quelque chose de beaucoup plus vaste, de plus profond, de plus universel ? Si vous appréciez ce genre de récit, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et profitez bien de cette histoire. Le monde dans lequel Sun Tzu voit le jour n'existe plus depuis longtemps. Pas seulement parce que les dynasties se sont effondrées ou que les frontières ont été redessinées, non. Ce monde a disparu parce qu'il reposait sur une idée que nous avons oubliée. La guerre comme art, comme discipline intellectuelle, comme expression suprême de la pensée stratégique. Au VIe siècle avant notre ère, la Chine n'est pas un empire unifié. C'est un puzzle fracturé de royaumes rivaux, chacun avec ses armées, ses alliances, ses trahisons. On appelle cette période l'époque des royaumes combattants, mais le terme est trompeur. Il suggère un chaos primitif, des hordes barbares s'entretuant sans réflexion. La réalité est infiniment plus sophistiquée. Ces royaumes ne sont pas des tribus sauvages, ce sont des États organisés, avec des bureaucraties complexes, des systèmes fiscaux, des réseaux commerciaux. Leurs dirigeants ne sont pas des seigneurs de guerre illettrés. Ce sont des princes cultivés, entourés de conseillers, de philosophes, de stratèges. La guerre, dans ce contexte, n'est pas une pulsion animale, c'est une science. Une discipline qui s'enseigne, qui se perfectionne, qui se théorise. Sun Tzu naît probablement dans le royaume de Qi, l'un des plus puissants de son époque. Qi est riche. Ses terres sont fertiles, ses marchés prospèrent, ses ports actifs. Mais la richesse attire la convoitise. Les royaumes voisins regardent Qi avec un mélange d'envie et de calcul. Combien de temps avant qu'il n'attaque ? Comment se défendre sans s'épuiser ? Comment transformer la force en influence sans verser une goutte de sang ? Ces questions ne sont pas abstraites. Elles déterminent la survie des dynasties, la vie ou la mort de milliers de personnes. Et c'est dans ce contexte que Sun Tzu commence à réfléchir. Non pas comme un soldat qui obéit, mais comme un penseur qui observe. Il regarde les armées se déployer. Il étudie les batailles gagnées et perdues. Il note les erreurs, les schémas, les récurrences. Et lentement, méthodiquement, il commence à formuler une théorie. Mais qui est vraiment Sun Tzu ? La question est plus difficile qu'il n'y paraît. Les sources historiques le concernant sont rares, parfois contradictoires. Certains disent qu'il était un général au service du roi de Wu, un royaume situé au sud de Qi. D'autres affirment qu'il n'a jamais dirigé d'armée, qu'il était simplement un théoricien, un consultant militaire avant l'heure. Une légende raconte qu'il a été convoqué par le roi élu de Wu pour prouver ses compétences. Le roi, sceptique, lui aurait demandé de transformer les concubines du palais en soldats disciplinés. Sun Tzu aurait accepté. Il aurait divisé les femmes en 2 groupes, nommé les favorites du roi comme capitaines, et donné des ordres clairs. Les femmes ont ri. Sun Tzu a répété les ordres. Elles ont continué à rire. Alors, Sun Tzu a fait exécuter les 2 capitaines, les favorites du roi. Le silence est tombé sur la cour. Les concubines restantes ont obéi instantanément. Le roi, furieux d'avoir perdu ses favorites, a néanmoins reconnu le génie de Sun Tzu. Cette histoire est-elle vraie ? Probablement pas. Mais elle révèle quelque chose d'essentiel sur la réputation de Sun Tzu. Un homme qui ne plaisante pas avec la discipline, qui comprend que l'autorité se construit sur la clarté et la conséquence. Ce qui est certain, c'est que Sun Tzu a écrit un livre. Ou plutôt, qu'un livre lui est attribué. L'art de la guerre. 13 chapitres, environ 6000 caractères chinois. Un texte court, dense, presque cryptique par moments, mais d'une profondeur abyssale. Chaque phrase peut être lue à plusieurs niveaux. Chaque conseil cache une vérité psychologique, une observation sur la nature humaine. Et c'est précisément cette universalité qui fait la force du texte. Sun Tzu ne parle pas seulement de tactique militaire. Il parle de leadership, de gestion des ressources, de psychologie, de timing, d'adaptation. Il parle de la vie elle-même. Revenons au contexte. La Chine du VIe siècle avant notre ère est un laboratoire de guerre. Les conflits sont constants, mais ils suivent des règles. Il y a une étiquette, un code d'honneur. Les batailles se déroulent souvent en plein jour, sur des terrains dégagés, selon des formations ritualisées.
Les généraux se saluent avant de s'affronter. Les morts sont comptés, les prisonniers échangés. Mais sous cette surface civilisée, la violence est totale. Les villes sont assiégées, les populations massacrées, les récoltes brûlées. La guerre n'est pas un jeu, c'est une affaire de survie. Et dans ce contexte brutal, Sun Tzu propose quelque chose de radicalement nouveau. Ne pas se battre. Oui, vous avez bien entendu. Le livre de guerre le plus célèbre de l'histoire commence par un conseil paradoxal. Éviter la guerre. Sun Tzu écrit que la victoire suprême consiste à soumettre l'ennemi sans combattre. Pourquoi ? Parce que la guerre coûte cher. En vie humaine, en ressources, en stabilité politique. Même une victoire peut ruiner un royaume. Les soldats morts ne cultivent plus les champs. Les coffres vidés ne financent plus les infrastructures. Les populations traumatisées perdent confiance en leurs dirigeants. Alors, si vous pouvez atteindre vos objectifs sans guerre, vous avez gagné 2 fois. Vous avez obtenu ce que vous vouliez et vous avez préservé votre force. Cette idée, à l'époque, est révolutionnaire. Elle remet en question toute la culture militaire. Elle suggère que la vraie intelligence n'est pas de gagner des batailles, mais de rendre les batailles inutiles. Mais comment soumettre un ennemi sans combattre ? Sun Tzu propose plusieurs méthodes. La première est l'information. Connaître l'ennemi mieux qu'il ne se connaît lui-même. Savoir ce qu'il veut, ce qu'il craint, ce qu'il cache. Infiltrer ses rangs, corrompre ses conseillers, lire ses intentions avant qu'il ne les révèle. La deuxième méthode est la déception. Faire croire à l'ennemi que vous êtes faible quand vous êtes fort, que vous êtes loin quand vous êtes proche, que vous êtes désorganisé quand vous êtes prêt. La guerre, selon Sun Tzu, est fondée sur la tromperie. Celui qui maîtrise l'illusion maîtrise le champ de bataille. La troisième méthode est la diplomatie. Isoler l'ennemi, briser ses alliances, retourner ses amis contre lui. Si votre adversaire se retrouve seul, il devient vulnérable sans qu'un seul coup ne soit porté. Ces principes semblent évidents aujourd'hui. Nous les retrouvons dans les manuels de management, les séminaires de négociation, les cours de stratégie d'entreprise. Mais à l'époque de Sun Tzu, ils sont révolutionnaires. Ils demandent une discipline intellectuelle rare. Ils exigent de penser à long terme, de résister à la tentation de la gloire immédiate, de choisir l'efficacité plutôt que l'héroïsme. Et c'est précisément cette rigueur qui distingue Sun Tzu de ses contemporains. Il ne glorifie pas la guerre. Il la démystifie. Il la réduit à une série de calculs rationnels. Où investir les ressources ? Quand attaquer ? Quand reculer ? Comment maximiser les gains en minimisant les pertes ? La guerre, chez Sun Tzu, devient une affaire de mathématiques, de logique, de froide lucidité. Prenons un exemple concret. Sun Tzu explique qu'il existe 5 facteurs déterminants dans toute guerre. La voie, le ciel, la terre, le commandement, la discipline. La voie, c'est la légitimité morale, la raison pour laquelle le peuple soutient son dirigeant. Sans cette adhésion, une armée n'est qu'une collection d'hommes forcés de se battre. Le ciel, ce sont les conditions temporelles, les saisons, le climat, le moment opportun. Attaquer en hiver dans des terres glacées est une folie. Attendre le printemps peut tout changer. La terre, c'est la géographie, le terrain, les distances, les obstacles naturels. Celui qui comprend le terrain choisit où et comment se battre. Le commandement, c'est la qualité du général, sa sagesse, son courage, sa capacité à inspirer et à décider. Un bon général peut compenser une armée plus faible. Un mauvais général peut gaspiller l'armée la plus puissante. Enfin, la discipline, c'est l'organisation, la logistique, la clarté des ordres, la coordination des mouvements. Une armée disciplinée avance comme un seul homme. Une armée désorganisée se désintègre sous la pression. Ces 5 facteurs ne sont pas indépendants. Ils interagissent, se renforcent ou se neutralisent. Et le général qui les maîtrise tous a déjà gagné avant même que la bataille ne commence. Sun Tzu insiste sur ce point. La victoire se prépare. Elle ne surgit pas du chaos. Elle est le résultat d'une planification minutieuse, d'une évaluation honnête des forces et des faiblesses, d'une anticipation des mouvements ennemis. Le général qui entre en guerre sans préparation joue à la loterie. Le général qui se prépare crée sa propre chance. Mais Sun Tzu va plus loin. Il ne se contente pas de décrire les conditions de la victoire. Il analyse les mécanismes psychologiques du conflit. Il comprend que les soldats ne sont pas des pions sur un échiquier. Ce sont des êtres humains, avec leurs peurs, leurs espoirs, leurs limites. Et un bon général doit savoir gérer ses émotions. Il doit inspirer la confiance sans susciter l'arrogance. Il doit maintenir la discipline sans écraser le moral. Il doit pousser ses hommes à se dépasser sans les briser. Cet équilibre est fragile.
Sun Tzu décrit des situations où un général trop sévère provoque des mutineries, ou un général trop indulgent perd le contrôle de ses troupes. La clé, encore une fois, est l'adaptation. Il n'y a pas de recette universelle. Chaque situation exige une réponse spécifique. L'une des idées les plus célèbres de Sun Tzu concerne la vitesse. Il écrit que la guerre aime la victoire rapide, pas les campagnes prolongées. Pourquoi ? Parce que le temps érode tout. Il épuise les soldats, vide les coffres, affaiblit le soutien populaire. Une guerre qui dure devient un fardeau insupportable. Même si vous finissez par gagner, vous aurez peut-être tout perdu en chemin. Alors, Sun Tzu conseille de frapper vite, de manière décisive, puis de se retirer. Ne vous enlisez pas. Ne cherchez pas à tout conquérir. Prenez ce dont vous avez besoin, consolidez, puis arrêtez. Cette approche pragmatique contraste avec l'image romantique du conquérant insatiable. Sun Tzu ne croit pas aux empires éternels. Il croit aux victoires calculées, aux gains mesurés, aux retraites stratégiques. Il y a aussi une dimension profondément philosophique dans l'art de la guerre. Sun Tzu semble influencé par le taoïsme, cette école de pensée qui valorise l'harmonie avec le flux naturel des choses. Dans le taoïsme, on ne force pas la nature. On s'adapte, on suit le courant, on agit au moment opportun avec un minimum d'effort. Sun Tzu applique cette logique à la guerre. Il parle d'être comme l'eau, qui s'adapte à la forme du terrain, qui contourne les obstacles, qui trouve toujours le chemin de moindre résistance. Une armée rigide, attachée à un plan fixe, est vulnérable. Une armée fluide, capable de s'adapter en temps réel, est invincible. Cette métaphore de l'eau traverse tout le texte. Elle rappelle au lecteur que la force brute n'est rien sans intelligence, que la flexibilité surpasse la rigidité, que la véritable puissance réside dans la capacité à changer. Sun Tzu accorde également une importance énorme à l'espionnage. Il consacre un chapitre entier à l'utilisation des espions, qu'il considère comme l'outil le plus précieux d'un général. Il distingue 5 types d'espions. Les espions locaux, qui vivent dans le territoire ennemi et fournissent des informations. Les espions internes, qui sont des fonctionnaires corrompus de l'ennemi. Les espions doubles, qui travaillent pour l'ennemi, mais peuvent être retournés. Les espions sacrifiables, à qui on donne de fausses informations pour tromper l'adversaire. Et les espions survivants, qui reviennent avec des renseignements cruciaux. Cette typologie montre à quel point Sun Tzu comprend la complexité de la guerre de l'information. Il sait que les batailles se gagnent souvent avant qu'un seul soldat ne bouge, dans les coulisses, par ceux qui savent avant les autres. Le texte de Sun Tzu n'est pas seulement un manuel militaire, c'est aussi une réflexion sur le pouvoir, sur ce qui fait qu'un leader est suivi, respecté, craint. Sun Tzu insiste sur le fait qu'un général doit être imprévisible pour l'ennemi, mais transparent pour ses propres troupes. Ces soldats doivent comprendre la mission, croire en leur chef, savoir pourquoi ils se battent. Sans cette clarté, l'armée n'est qu'une foule désordonnée. Mais avec elle, elle devient une force cohérente, capable d'exploits extraordinaires. Sun Tzu raconte des histoires de généraux qui, placés dans des situations désespérées, ont réussi à transformer des défaites annoncées en victoires éclatantes simplement parce qu'ils avaient la confiance de leurs hommes. Un autre principe clé est l'économie de force. Sun Tzu répète que la guerre parfaite est celle où vous gagnez sans épuiser vos ressources. Il critique les généraux qui lèvent des armées gigantesques, pensant que la taille garantit la victoire. Non, dit Sun Tzu. Une grande armée mal dirigée est un désastre. Elle consomme des quantités astronomiques de nourriture, d'équipement, de temps. Elle se déplace lentement. Elle est difficile à coordonner. Elle devient vulnérable aux embuscades, aux maladies, à la désertion. Une armée plus petite, bien entraînée, bien dirigée, peut accomplir bien plus avec bien moins. Sun Tzu valorise l'efficience, la précision, l'intelligence tactique sur la force brute. Il parle aussi du moral. Il explique que le moral d'une armée fluctue selon les circonstances. Au début d'une campagne, les soldats sont enthousiastes, pleins d'énergie. Mais au fil des jours, la fatigue s'installe, le doute s'insinue, la peur grandit. Un bon général sait gérer ses cycles. Il attaque quand son armée est au sommet de sa force et que l'ennemi est affaibli. Il évite les batailles quand ses troupes sont épuisées et que l'adversaire est frais. Ce timing, cette capacité à lire l'état psychologique des deux camps, est une compétence rare. Sun Tzu la considère comme l'une des marques du génie militaire. L'un des passages les plus fascinants de l'art de la guerre concerne les différents types de terrains. Sun Tzu en identifie 9. Le terrain accessible, le terrain difficile, le terrain d'impasse, le terrain resserré, le terrain escarpé, le terrain éloigné, le terrain dangereux, le terrain encerclé, le terrain mortel. Chaque type de terrain exige une stratégie différente. Sur un terrain accessible,
où les deux armées peuvent se déplacer librement, il faut occuper les hauteurs et sécuriser les lignes de ravitaillement. Sur un terrain d'impasse, où avancer et reculer sont également difficiles, il faut éviter le combat. Sur un terrain mortel, où l'armée risque l'anéantissement, il faut se battre avec une férocité absolue, car c'est la seule chance de survie. Cette analyse du terrain montre à quel point Sun Tzu pense en 3 dimensions. Il ne voit pas seulement les hommes, les armes, les mouvements. Il voit l'environnement comme un acteur à part entière, capable d'influencer profondément le résultat d'une bataille. Sun Tzu écrit aussi sur les attaques par le feu. À son époque, le feu est une arme redoutable. On peut incendier des camps, des réserves de nourriture, des forêts pour créer des barrières. Mais Sun Tzu met en garde. Le feu est imprévisible. Il peut se retourner contre celui qui l'utilise. Il dépend du vent, de la sécheresse, du terrain. Un général qui utilise le feu sans réflexion peut détruire ses propres troupes. Encore une fois, l'intelligence prime sur la force brute. Il ne suffit pas d'avoir un outil puissant. Il faut savoir quand et comment l'utiliser. À mesure que l'art de la guerre se déploie, on réalise que Sun Tzu ne parle pas vraiment de guerre. Ou plutôt, il parle de guerre comme métaphore de tous les conflits humains. Ces principes s'appliquent aux affaires, à la politique, aux relations personnelles, au sport, à la négociation. Partout où il y a compétition, enjeu, risque, incertitude, les idées de Sun Tzu sont pertinentes. C'est pourquoi son livre a traversé les siècles sans perdre de sa force. Parce qu'il touche à quelque chose d'universel. La manière dont les êtres humains gèrent le conflit, prennent des décisions sous pression, cherchent à obtenir ce qu'ils veulent dans un monde incertain. Après la mort de Sun Tzu, son texte circule. D'abord de manière confidentielle, parmi les généraux et les conseillers militaires. Puis, au fil des siècles, il devient un classique. Il est étudié dans les académies militaires chinoises, commenté par des générations de stratèges. Chaque dynastie redécouvre Sun Tzu, l'adapte à son contexte, l'enrichit de nouvelles interprétations. Le texte original, écrit sur des lamelles de bambou, est recopié sur du papier, puis imprimé, puis traduit. Et à chaque étape, il gagne en influence. Mais l'art de la guerre ne reste pas confiné à la Chine. Au XVIIIe siècle, un missionnaire jésuite français, Joseph-Marie Amiot, traduit le texte en français. Cette traduction, publiée en 1772, introduit Sun Tzu en Europe. Les intellectuels français, fascinés par la pensée chinoise, dévorent le texte. Ils y trouvent une alternative à la tradition militaire européenne, souvent focalisée sur la bravoure individuelle, l'honneur, la charge héroïque. Sun Tzu propose quelque chose de différent. La ruse, la patience, l'intelligence. Cette approche séduit certains penseurs militaires qui commencent à intégrer ces idées dans leurs propres théories. Au XXe siècle, l'art de la guerre connaît une résurgence spectaculaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des généraux japonais et chinois s'en inspirent. Mao Zedong, le leader communiste chinois, étudie attentivement Sun Tzu et adapte ses principes à la guerre de guérilla. L'idée de ne combattre que lorsque vous avez l'avantage, de harceler l'ennemi sans l'affronter directement, de gagner le soutien de la population locale, tout cela vient directement de Sun Tzu. Mao transforme une armée de paysans mal équipés en une force capable de résister aux Japonais, puis de vaincre les nationalistes de Chiang Kai-shek. Le succès de Mao popularise Sun Tzu dans le monde entier. Les militaires occidentaux commencent à étudier le texte, cherchant à comprendre cette manière orientale de faire la guerre. Mais c'est dans les années 1980 que Sun Tzu devient véritablement un phénomène global. Des entrepreneurs, des coachs de vie, des consultants en management découvrent l'art de la guerre et réalisent que ces principes s'appliquent parfaitement au monde des affaires. La compétition entre entreprises ressemble à la guerre. Il y a des adversaires, des ressources limitées, des stratégies, des tactiques, des victoires, des défaites. Les idées de Sun Tzu, connaître son ennemi, choisir ses batailles, s'adapter rapidement, deviennent des mantras dans les salles de conférences et les écoles de commerce. Le livre se vend à des millions d'exemplaires. Il est cité dans des séminaires, des livres de développement personnel, des discours motivationnels. Sun Tzu, ce général chinois du VIe siècle avant notre ère, devient un gourou du management moderne. Cette popularité soulève des questions. Est-ce que l'art de la guerre est vraiment applicable au monde des affaires? Ou est-ce que nous le réduisons, le simplifions, le vidons de sa substance pour le rendre vendable? Il y a probablement un peu des deux. Certains principes de Sun Tzu sont universels et peuvent effectivement éclairer la prise de décision dans n'importe quel domaine. D'autres sont profondément ancrés dans le contexte militaire de la Chine ancienne et perdent leur sens quand on les transpose ailleurs. Mais cette tension n'enlève rien à la puissance du texte. Au contraire, elle montre sa richesse.
Un texte qui peut être lu de multiples manières, qui reste pertinent dans des contextes radicalement différents, et par définition un chef-d'œuvre. Aujourd'hui, l'art de la guerre est enseigné dans les académies militaires du monde entier. Les officiers américains, russes, indiens, brésiliens, tous étudient Sun Tzu. Ils apprennent à penser comme lui, à analyser le terrain, à évaluer les forces en présence, à anticiper les mouvements de l'adversaire. Mais ils apprennent aussi quelque chose de plus subtil, l'humilité. Sun Tzu rappelle constamment qu'aucun plan ne survit au contact avec l'ennemi, que la certitude est une illusion, que même le meilleur général peut échouer s'il devient arrogant. Cette leçon d'humilité est peut-être la plus précieuse. Dans le domaine sportif, les entraîneurs utilisent Sun Tzu pour préparer leurs équipes. L'idée de connaître l'adversaire, d'exploiter ses faiblesses, d'adapter sa stratégie en temps réel, tout cela est fondamental dans le sport de haut niveau. Un entraîneur qui envoie son équipe sur le terrain sans avoir étudié l'adversaire commet la même erreur qu'un général qui attaque sans reconnaissance. Et les résultats sont tout aussi prévisibles. Même dans la vie personnelle, les principes de Sun Tzu trouvent un écho. Choisir ses batailles, ne pas s'épuiser dans des conflits inutiles, savoir quand avancer et quand reculer, ce sont des compétences essentielles pour naviguer dans un monde complexe. Nous ne sommes pas des généraux commandant des armées, mais nous sommes constamment confrontés à des décisions difficiles, à des conflits d'intérêts, à des situations où nous devons choisir entre plusieurs options imparfaites. Sun Tzu nous rappelle que l'intelligence consiste à maximiser les gains tout en minimisant les risques, à penser à long terme plutôt qu'à chercher la satisfaction immédiate. Un aspect souvent négligé de l'art de la guerre est son réalisme brutal. Sun Tzu ne fait pas de sentimentalisme. Il ne parle pas de gloire, d'honneur, de sacrifice noble. Il parle de calcul, de tromperie, de manipulation. Pour certains, cette froideur est troublante. Elle suggère que la fin justifie les moyens, que la moralité n'a pas sa place dans la stratégie. Mais ce serait une lecture superficielle. Sun Tzu n'est pas immoral. Il est amoral. Il décrit le monde tel qu'il est, pas tel qu'il devrait être. Et dans ce monde réel, les idéalistes perdent souvent face aux pragmatiques. Cela ne veut pas dire que nous devons abandonner nos valeurs. Cela veut dire que nous devons les défendre avec intelligence, pas avec naïveté. Il y a aussi une dimension paradoxale dans le texte de Sun Tzu. D'un côté, il insiste sur la planification, la préparation, le calcul rationnel. De l'autre, il valorise la spontanéité, l'adaptation, la capacité à improviser. Comment concilier ces deux aspects ? Sun Tzu suggère que la vraie maîtrise consiste à être préparé pour l'imprévisible. Vous ne pouvez pas anticiper chaque événement, mais vous pouvez développer une flexibilité mentale qui vous permet de réagir efficacement à l'imprévu. C'est comme un musicien de jazz qui connaît parfaitement les gammes et les accords, mais qui est capable d'improviser en temps réel en réponse à ce que jouent les autres musiciens. La discipline et la créativité ne s'opposent pas, elles se complètent. Un autre paradoxe concerne la force et la faiblesse. Sun Tzu conseille de paraître faible quand on est fort, et fort quand on est faible. Mais comment savoir quand utiliser quelle stratégie ? La réponse dépend du contexte, de l'adversaire, du moment. Il n'y a pas de formule magique, et c'est précisément là que réside le génie du général. Dans sa capacité à lire la situation, à sentir intuitivement quelle approche sera la plus efficace. Cette intuition ne vient pas de nulle part. Elle se développe à travers l'expérience, l'étude, la réflexion. Sun Tzu lui-même a probablement passé des années à observer, à analyser, à tester ses idées avant de les coucher sur le papier. L'influence de Sun Tzu dépasse largement le domaine militaire. En psychologie, ses idées sur la connaissance de soi et de l'autre résonnent avec les théories modernes sur l'intelligence émotionnelle et sociale. En économie, ses principes d'allocation optimale des ressources anticipent certaines idées de la théorie des jeux et de la stratégie concurrentielle. En politique, son insistance sur la légitimité et le soutien populaire préfigure des concepts modernes de soft power et de diplomatie. Sun Tzu, sans le savoir, a jeté les bases de discipline qui n'émergeront que 2000 ans plus tard. Mais qui était vraiment Sun Tzu ? Au-delà des légendes et des mythes, pouvons-nous toucher l'homme ? Probablement pas. Les sources sont trop fragmentaires, trop contaminées par les siècles de réinterprétation. Peut-être que Sun Tzu n'était pas une seule personne, mais plusieurs. Peut-être que l'art de la guerre est une compilation de textes écrits par différents stratèges, puis attribués à une figure légendaire pour leur donner de l'autorité. Cette hypothèse est plausible. Beaucoup de textes anciens ont été construits de cette manière. Mais au fond, cela importe peu. Ce qui compte, c'est le texte lui-même, les idées qu'il contient, l'impact qu'il a eu sur le monde. Imaginons Sun Tzu, seul dans son bureau, entouré de rouleaux de bambou, une lampe à huile éclairant faiblement la pièce. Il réfléchit. Il se souvient des batailles qu'il a vues,
des erreurs qu'il a observées, des victoires inexplicables et des défaites absurdes. Il essaye de trouver un ordre dans ce chaos, une logique dans cette violence, et lentement, les principes émergent. Connais-toi toi-même. Connais ton ennemi. Adapte-toi. Sois imprévisible. Choisis le moment opportun. Économise tes forces. Ne te bats que si tu dois te battre. Ces idées, si simples en apparence, cachent une profondeur insondable. Elles demandent une maîtrise de soi exceptionnelle, une lucidité rare, une discipline de fer. On peut se demander si Sun Tzu lui-même suivait ses propres conseils. Était-il ce stratège froid et calculateur qu'il décrit dans son livre ? Ou était-il, comme beaucoup d'entre nous, quelqu'un qui connaît la théorie mais peine à l'appliquer ? Nous ne le saurons jamais. Mais cela n'enlève rien à la valeur de son enseignement. Même si Sun Tzu n'a jamais été le général parfait, même s'il a fait des erreurs, perdu des batailles, douté de lui-même, cela ne change rien au fait qu'il a réussi à distiller une sagesse universelle dans un texte court et puissant. L'art de la guerre a été interprété de 1000 manières différentes au fil des siècles. Certains y voient un manuel de domination impitoyable. D'autres y trouvent une philosophie de la paix, puisque Sun Tzu conseille d'éviter la guerre autant que possible. Certains le lisent comme un guide de manipulation et de tromperie. D'autres y découvrent des leçons sur la compassion et le respect de la vie humaine. Toutes ces lectures sont valides parce que le texte est suffisamment riche et ambigu pour supporter des interprétations multiples. C'est le signe d'une œuvre véritablement grande. Dans la Chine moderne, Sun Tzu est une figure nationale, un symbole de sagesse et de stratégie. Son nom est connu de tous les écoliers. Son livre est étudié non seulement dans les académies militaires, mais aussi dans les écoles de commerce, les universités, les programmes de formation des cadres. Le gouvernement chinois lui-même s'inspire parfois de Sun Tzu dans sa stratégie internationale. L'idée de gagner sans combattre, d'influencer sans dominer, de transformer les adversaires en partenaires, tout cela résonne avec la politique étrangère chinoise contemporaine. Bien sûr, il y a une part de mythologie nationale dans cette récupération. Mais cela montre aussi à quel point Sun Tzu reste pertinent, vivant, actuel. En Occident, l'art de la guerre fascine et déroute. Il remet en question certaines valeurs profondément ancrées dans la culture occidentale. La confrontation directe, l'honnêteté brutale, la recherche de la vérité objective. Sun Tzu propose une approche plus fluide, plus indirecte, où la vérité est relative, où l'honnêteté peut être une faiblesse, où la confrontation directe est souvent une erreur. Cette différence culturelle est frappante. Elle rappelle que la guerre, comme toute activité humaine, est façonnée par la culture. Les Occidentaux et les Orientaux ne font pas la guerre de la même manière parce qu'ils ne pensent pas le conflit de la même manière. Sun Tzu offre une fenêtre sur une autre manière de voir le monde. Et c'est peut-être cela, plus que ses conseils tactiques, qui fait sa vraie valeur. Revenons à la question initiale. Pourquoi ce texte vieux de 2500 ans reste-t-il si influent ? Parce qu'il parle de quelque chose de fondamental, la nature du conflit. Et le conflit est une constante de l'expérience humaine. Tant qu'il y aura des êtres humains, il y aura des désaccords, des compétitions, des luttes pour le pouvoir, les ressources, la reconnaissance. Sun Tzu ne nous apprend pas à éliminer le conflit. Il nous apprend à le naviguer intelligemment. À ne pas le fuir, mais à ne pas non plus nous y jeter aveuglément. À reconnaître que le conflit fait partie de la vie, mais qu'il existe des manières plus ou moins intelligentes de le gérer. Une des critiques les plus fréquentes de l'art de la guerre est qu'il peut encourager la manipulation et la duplicité. Si tout le monde suivait les conseils de Sun Tzu, ne vivrions-nous pas dans un monde de tromperie généralisée, où personne ne peut faire confiance à personne ? C'est un risque réel. Mais Sun Tzu n'écrit pas pour créer une utopie. Il écrit pour décrire la réalité. Et la réalité, c'est que la tromperie existe déjà. Que les gens mentent, manipulent, trahissent. Ignorer cette réalité par idéalisme ne nous protège pas. Au contraire, cela nous rend vulnérables. Sun Tzu nous invite à ouvrir les yeux, à reconnaître le monde tel qu'il est, puis à agir en conséquence. Cela ne signifie pas devenir immoral. Cela signifie être lucide. Il y a aussi une dimension spirituelle dans l'art de la guerre qui est souvent négligée. Sun Tzu parle de maîtrise de soi, de discipline intérieure, de clarté mentale. Un général qui est esclave de ses émotions, qui se laisse emporter par la colère, la peur ou l'arrogance, ne peut pas penser clairement. Il prendra des décisions impulsives, il tombera dans les pièges de l'ennemi, il gaspillera ses ressources. La vraie force, selon Sun Tzu, vient de l'intérieur. C'est la capacité à rester calme sous la pression, à garder une vision claire quand tout semble chaotique,
à prendre des décisions rationnelles, même quand les émotions hurlent. Cette maîtrise de soi n'est pas seulement utile à la guerre, elle est essentielle dans tous les aspects de la vie. Sun Tzu insiste également sur l'importance de l'humilité. Un général arrogant sous-estime l'ennemi, surestime ses propres forces, ignore les conseils de ses subordonnés. L'arrogance est l'une des principales causes de défaite. A l'inverse, un général humble écoute, observe, apprend. Il reconnaît ses limites, accepte ses erreurs, ajuste sa stratégie en conséquence. Cette humilité n'est pas une faiblesse, c'est une force. Elle permet d'évoluer, de s'améliorer, de s'adapter. Et dans un monde en constante évolution, la capacité d'adaptation est peut-être la compétence la plus précieuse. Le texte de Sun Tzu est aussi remarquable par sa concision. 6000 caractères pour résumer toute la complexité de la stratégie militaire. Chaque phrase est pesée, chaque mot compte. Il n'y a pas de digression, pas de remplissage. C'est un texte dense, qui exige une lecture attentive, une réflexion profonde. On peut le lire en 1 heure, mais on peut passer toute une vie à le méditer. Cette économie de moyens est elle-même une leçon de stratégie. Sun Tzu ne gaspille pas de mots, tout comme il conseille de ne pas gaspiller de ressources. Tout est essentiel, tout est utile. Au fil des siècles, l'art de la guerre a inspiré d'innombrables commentateurs. Des érudits chinois ont écrit des milliers de pages pour expliquer, interpréter, enrichir le texte original. Certains de ces commentaires sont devenus presque aussi célèbres que le texte lui-même. Ils ajoutent des exemples historiques, des analyses philosophiques, des applications pratiques. Cette tradition de commentaires montre à quel point le texte de Sun Tzu est riche. Il ne se suffit pas à lui-même. Il appelle le dialogue, l'interprétation, le débat. Et c'est précisément cette ouverture qui fait sa longévité. Dans le monde contemporain, nous vivons dans une époque d'incertitude et de complexité croissante. Les technologies évoluent rapidement, les structures de pouvoir se reconfigurent. Les défis globaux, comme le changement climatique ou les pandémies, exigent des réponses coordonnées. Dans ce contexte, les principes de Sun Tzu restent étonnamment pertinents. L'importance de l'information, la nécessité de l'adaptation, la valeur de la coopération, l'économie de ressources, tout cela résonne avec nos défis actuels. Sun Tzu ne peut pas nous dire comment résoudre le changement climatique ou prévenir la prochaine pandémie, mais il peut nous rappeler des principes fondamentaux. Penser à long terme, agir de manière coordonnée, ne pas gaspiller nos ressources, rester flexible. L'héritage de Sun Tzu dépasse largement ce qu'il aurait pu imaginer. Un homme qui a vécu dans un petit royaume chinois, il y a 2 millénaires et demi, influence aujourd'hui des millions de personnes à travers le monde. Ses idées sont enseignées sur tous les continents, traduites dans toutes les langues majeures, appliquées dans des contextes qu'il n'aurait jamais pu concevoir. C'est un témoignage extraordinaire de la puissance des idées. Les empires s'effondrent, les technologies deviennent obsolètes, les cultures se transforment, mais les grandes idées, elles, traversent le temps. Alors, que pouvons-nous retenir de Sun Tzu aujourd'hui ? Peut-être que la victoire ne consiste pas toujours à écraser l'adversaire, mais parfois à le contourner. Que la vraie intelligence n'est pas de gagner toutes les batailles, mais de choisir lesquelles livrer. Que la force brute est moins efficace que la stratégie intelligente. Que l'information est plus précieuse que les armes. Que l'adaptation surpasse la rigidité. Que l'humilité est une force, pas une faiblesse. Que la maîtrise de soi est le fondement de toute excellence. Que le conflit fait partie de la vie, mais qu'il existe des manières plus ou moins intelligentes de le gérer. Sun Tzu ne nous donne pas de réponse toute faite. Il nous donne des principes, des outils de pensée, des cadres d'analyse. À nous de les adapter à notre contexte, à nos défis, à nos valeurs. L'art de la guerre n'est pas une recette à suivre aveuglément. C'est une invitation à penser, à réfléchir, à développer notre propre intelligence stratégique. Et c'est peut-être cela, au final, son plus grand enseignement. Ne faites confiance à aucune autorité, pas même à moi, mais développez votre propre capacité à penser clairement, à voir les choses telles qu'elles sont et à agir en conséquence. Le monde dans lequel Sun Tzu a vécu a disparu depuis longtemps. Les royaumes combattants ont été unifiés, les dynasties se sont succédées, les technologies ont révolutionné la guerre. Mais les questions fondamentales qu'il posait restent les mêmes. Comment obtenir ce que nous voulons dans un monde incertain ? Comment naviguer dans le conflit sans nous détruire ? Comment penser clairement sous la pression ? Comment rester fidèle à nos valeurs tout en étant pragmatique ? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Mais Sun Tzu nous offre un point de départ pour y réfléchir. Et peut-être que la raison ultime pour laquelle nous continuons à lire Sun Tzu, à l'étudier, à le citer, est qu'il nous rappelle quelque chose d'essentiel. La vie est une lutte. Pas nécessairement une lutte violente,
mais une lutte pour créer, pour construire, pour protéger ce qui nous est cher. Et dans cette lutte, l'intelligence, la préparation, l'adaptation font toute la différence. Sun Tzu ne nous promet pas la victoire. Il nous donne les outils pour maximiser nos chances. Le reste dépend de nous. Aujourd'hui, dans des salles de classe, des bureaux, des casernes, des salles de conseil, des gens ouvrent l'art de la guerre et y découvrent des idées qui changent leur manière de penser. Un entrepreneur y trouve une stratégie pour développer son entreprise. Un athlète y découvre comment préparer une compétition. Un dirigeant y apprend à gérer une crise. Un parent y trouve des principes pour éduquer ses enfants. Cette universalité est la marque d'un chef-d'œuvre, un texte qui parle à tous, à travers les âges, les cultures, les contextes. Sun Tzu nous a quittés il y a plus de 2000 ans, mais ces mots résonnent encore. Ils continuent à éclairer, à inspirer, à provoquer la réflexion. Et ils continueront probablement à le faire pendant encore des siècles. Parce qu'ils touchent à quelque chose de profondément humain. Notre désir de comprendre, de maîtriser, de surmonter les défis qui se dressent devant nous. Nous ne sommes peut-être plus des généraux commandant des armées sur des champs de bataille antiques, mais nous sommes toujours des êtres humains naviguant dans un monde complexe, incertain, parfois hostile. Et pour cette navigation, les principes de Sun Tzu restent un guide précieux. L'histoire de Sun Tzu est aussi l'histoire de la pensée humaine. Elle montre comment une idée, née dans un contexte spécifique, peut transcender ce contexte et devenir universelle. Elle rappelle que la sagesse n'appartient à aucune époque, aucune culture, aucune civilisation. Elle émerge quand quelqu'un observe attentivement le monde, réfléchit profondément et réussit à formuler des vérités qui résonnent au-delà de son temps. Sun Tzu a fait cela, et c'est pourquoi, 2 millénaires et demi plus tard, nous parlons encore de lui. Alors que le soleil se lève sur un nouveau jour, quelque part dans le monde, quelqu'un ouvre l'art de la guerre pour la première fois. Il lit les premiers mots, intrigué, sceptique peut-être. Qu'est-ce qu'un texte ancien peut m'apprendre sur ma vie moderne ? Et puis, page après page, quelque chose se passe. Une reconnaissance, une résonance. Ces principes, formulés il y a si longtemps, parlent directement à sa situation présente. Il comprend soudain que les problèmes qu'il affronte, aussi contemporains qu'ils paraissent, sont en fait très anciens. Et que les solutions, ou du moins les principes pour les trouver, existent depuis longtemps. C'est cela, le véritable héritage de Sun Tzu. Non pas un ensemble de tactiques militaires obsolètes, mais une manière de penser. Une invitation à voir le monde clairement, sans illusion, et à agir en conséquence avec intelligence, patience, détermination. Dans un monde qui change constamment, où les certitudes s'effondrent et où l'avenir est imprévisible, cette manière de penser reste un phare. Elle ne nous dit pas où aller, mais elle nous aide à naviguer. Sun Tzu n'a pas inventé la stratégie. Les êtres humains pensaient stratégiquement bien avant lui. Mais il a été le premier, ou l'un des premiers, à systématiser cette pensée, à la rendre enseignable, transmissible, perfectible. Il a transformé l'art intuitif de la guerre en une discipline intellectuelle rigoureuse. Et ce faisant, il a créé un modèle qui s'est étendu bien au-delà du domaine militaire. Aujourd'hui, la pensée stratégique est partout, en affaires, en politique, en sport, même dans nos vies personnelles. Et à la source de cette pensée, on trouve souvent, directement ou indirectement, les principes de Sun Tzu. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette continuité. Un homme, dans un monde ancien, s'assoit et écrit. Il ne sait pas que ces mots traverseront les siècles. Il ne sait pas qu'ils seront lus par des millions de personnes dans des langues qu'il ne connaît pas, dans des pays qu'il ne peut pas imaginer. Il écrit simplement parce qu'il a quelque chose à dire, une compréhension à partager. Et contre toute attente, ces mots survivent. Ils traversent les guerres, les révolutions, les effondrements d'empires, les transformations technologiques. Ils arrivent jusqu'à nous, intacts dans leur essence, toujours pertinents, toujours puissants. Cette histoire nous rappelle que nous aussi, nous laissons des traces. Peut-être pas aussi durables que celles de Sun Tzu, mais des traces quand même. Les idées que nous partageons, les valeurs que nous transmettons, les actions que nous posons, tout cela résonne dans le temps. Nous sommes tous, à notre échelle, des créateurs de sens, des passeurs de sagesse, des contributeurs à ce grand flux de la pensée humaine qui traverse les générations. Sun Tzu nous invite à penser autrement, à questionner nos certitudes, à remettre en cause nos habitudes, à chercher l'efficacité plutôt que la conformité. Il nous rappelle que la tradition n'est pas toujours la meilleure guide, que l'innovation peut venir d'une observation attentive de la réalité, que le courage intellectuel consiste parfois à dire ce que tout le monde pense mais que personne n'ose, formulaire
Son texte a survécu précisément parce qu'il ose remettre en question les conventions de son époque. Il ne glorifie pas la guerre. Il la démystifie. Il ne célèbre pas la bravoure aveugle. Il valorise l'intelligence. Dans nos sociétés modernes, nous avons tendance à compartimenter les savoirs. La guerre est l'affaire des militaires. Les affaires sont l'affaire des entrepreneurs. La politique est l'affaire des politiciens. Mais Sun Tzu nous rappelle que les principes fondamentaux transcendent ces divisions. La stratégie est une compétence universelle. La capacité à penser clairement, à planifier efficacement, à s'adapter rapidement, ces compétences sont utiles partout. En brisant les cloisons entre les domaines, Sun Tzu nous offre une vision plus intégrée de la vie humaine. Il y a aussi une leçon d'humilité culturelle dans l'histoire de Sun Tzu. Pendant longtemps, l'Occident s'est considéré comme le centre de la civilisation, le source de toute innovation intellectuelle. L'art de la guerre nous rappelle que d'autres civilisations, à d'autres époques, ont développé des systèmes de pensée tout aussi sophistiqués, sinon plus. La Chine ancienne n'était pas un lieu de barbarie et de superstition. C'était un foyer de réflexion philosophique, de créativité artistique, d'innovation technologique. Sun Tzu est l'un des nombreux penseurs chinois qui ont contribué à façonner notre compréhension du monde. Confucius, Lao Tzu, Mencius, Zhuangzi, tous ont laissé des héritages intellectuels immenses. Et nous commençons seulement à en mesurer pleinement la richesse. Cette reconnaissance de la diversité intellectuelle humaine est essentielle à notre époque. Dans un monde globalisé, où les cultures se rencontrent et s'entremêlent, nous avons besoin de puiser dans toutes les traditions de sagesse. Aucune culture n'a le monopole de la vérité. Chacune offre des perspectives uniques, des insights précieux. Sun Tzu nous vient de Chine, mais ses principes résonnent avec des idées développées indépendamment ailleurs. Cette convergence suggère qu'il existe des vérités universelles, découvertes et redécouvertes par différentes civilisations à travers l'histoire. Mais l'art de la guerre n'est pas seulement un témoignage du passé, c'est aussi une ressource pour l'avenir. Les défis qui nous attendent, changement climatique, intelligence artificielle, inégalités croissantes, tensions géopolitiques, exigent une pensée stratégique de haut niveau. Nous ne pouvons pas nous permettre de réagir impulsivement, de gaspiller nos ressources, de nous enliser dans des conflits inutiles. Nous devons penser comme Sun Tzu, à long terme, avec clarté, en cherchant les solutions qui maximisent les bénéfices et minimisent les coûts. Cette approche n'est pas cynique, elle est pragmatique. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Imaginez un monde où les dirigeants, les décideurs, les citoyens ordinaires auraient tous intégré les leçons de Sun Tzu. Un monde où l'on choisit ses batailles avec soin, où l'on cherche à comprendre avant d'agir, où l'on valorise l'efficacité sur la démonstration de force. Ce ne serait pas un monde parfait. Les conflits existeraient toujours. Mais ils seraient gérés différemment, avec plus d'intelligence, moins de gaspillage, plus de résultats durables. C'est une utopie, bien sûr. Mais les utopies ont leur valeur. Elles nous donnent un idéal vers lequel tendre, même si nous ne l'atteignons jamais complètement. Sun Tzu nous a laissé un cadeau. Un texte court, dense, qui continue à nous enseigner 2 millénaires et demi plus tard. Mais ce cadeau vient avec une responsabilité. Celle de l'utiliser sagement, de ne pas le réduire à une collection de trucs et astuces pour manipuler les autres, de ne pas en faire une justification pour la moralité. Les principes de Sun Tzu sont puissants. Mal utilisés, ils peuvent causer beaucoup de dommages. Bien utilisés, ils peuvent nous aider à naviguer dans la complexité du monde avec plus d'efficacité et moins de souffrance. La véritable sagesse, peut-être, consiste à savoir quand appliquer les principes de Sun Tzu et quand les mettre de côté. Il y a des moments où la stratégie est essentielle. Mais il y a aussi des moments où l'authenticité, la vulnérabilité, la spontanéité sont plus importantes. Tout ne peut pas être réduit à un calcul stratégique. Certaines des expériences les plus riches de la vie humaine, l'amour, l'amitié, la créativité artistique, échappent à la logique de la stratégie. Sun Tzu nous donne des outils pour naviguer dans le conflit. Mais il ne nous dit pas comment construire des relations humaines profondes, comment créer de la beauté, comment trouver du sens. C'est là que nous devons compléter Sun Tzu avec d'autres sources de sagesse. Les poètes, les philosophes, les artistes, les mystiques, tous ont quelque chose à nous apprendre que Sun Tzu ne nous enseigne pas. Une vie pleinement vécue nécessite un équilibre entre la stratégie et la spontanéité, entre le calcul et l'abandon, entre la maîtrise et le lâcher-prise. Sun Tzu nous aide avec une partie de l'équation. Pour le reste, nous devons chercher ailleurs. Mais dans son domaine, Sun Tzu reste inégalé. Aucun autre texte sur la stratégie n'a eu un impact aussi durable, aussi universel.
Des penseurs militaires comme Karl von Clausewitz ou Antoine-Henri Jomini ont écrit des œuvres importantes, mais elles restent ancrées dans leur contexte historique. Sun Tzu, lui, transcende son époque. Et c'est précisément cette transcendance qui fait sa valeur. Un texte qui reste pertinent à travers 25 siècles touche nécessairement à quelque chose de fondamental dans la condition humaine. Alors, pourquoi continuons-nous à raconter l'histoire de Sun Tzu ? Pourquoi, dans un monde saturé d'informations, où de nouveaux livres sont publiés chaque jour, revenons-nous encore et encore à ce vieux texte ? Peut-être parce qu'il nous rappelle que la sagesse ne se périme pas, que certaines vérités sont intemporelles, que nos ancêtres, malgré leur technologie limitée, leurs connaissances scientifiques rudimentaires, leur vision du monde différente, avaient déjà compris des choses essentielles sur la nature humaine, sur le conflit, sur la manière de naviguer dans un monde incertain. Sun Tzu nous enseigne l'humilité. L'humilité de reconnaître que nous ne savons pas tout, que nous devons constamment apprendre, nous adapter, nous améliorer. Il nous enseigne la patience d'attendre le bon moment, de ne pas se précipiter, de laisser les situations mûrir. Il nous enseigne la clarté de voir les choses telles qu'elles sont, sans illusion, sans vœux pieux, sans déni. Et il nous enseigne le courage d'agir quand le moment est venu, malgré les incertitudes, malgré les risques, avec détermination et résolution. Ce sont des qualités dont nous avons désespérément besoin aujourd'hui. Dans un monde de désinformation, de polarisation, de complexité croissante, l'humilité, la patience, la clarté et le courage sont des ressources précieuses. Sun Tzu ne peut pas résoudre nos problèmes à notre place, mais il peut nous aider à développer les qualités mentales nécessaires pour les affronter. Et peut-être que c'est là la vraie leçon de l'art de la guerre. Non pas une liste de tactiques à mémoriser, mais une invitation à cultiver une certaine qualité d'attention, une certaine discipline de pensée. Sun Tzu nous demande de regarder attentivement, de penser clairement, d'agir judicieusement. Simple en théorie, difficile en pratique. Mais c'est précisément cette difficulté qui rend l'effort valable. Les choses faciles ne nous transforment pas. Ce sont les défis qui nous façonnent, qui nous révèlent à nous-mêmes, qui nous poussent à devenir plus que ce que nous sommes. L'héritage de Sun Tzu est vivant. Il ne réside pas seulement dans les bibliothèques, dans les salles de classe, dans les académies militaires. Il réside dans les esprits de tous ceux qui ont lu son texte et l'ont laissé transformer leur manière de penser. Chaque fois que quelqu'un choisit la stratégie sur l'impulsion, l'intelligence sur la force brute, la préparation sur l'improvisation, l'esprit de Sun Tzu est présent. Pas comme une autorité à laquelle obéir, mais comme un compagnon de réflexion, un guide silencieux qui nous rappelle les principes fondamentaux. Dans les siècles à venir, les technologies continueront à évoluer. Peut-être que nous coloniserons d'autres planètes, que nous développerons des intelligences artificielles surhumaines, que nous transcenderons nos limitations biologiques, mais nous resterons des êtres qui doivent prendre des décisions dans l'incertitude, qui doivent naviguer dans le conflit, qui doivent gérer des ressources limitées pour atteindre des objectifs multiples. Et tant que ce sera le cas, les principes de Sun Tzu resteront pertinents. Ils s'adapteront, se transformeront, seront interprétés de nouvelles manières. Mais leur essence, cette compréhension profonde de la nature du conflit et de la stratégie, survivra. Sun Tzu n'était qu'un homme. Un homme avec ses forces et ses faiblesses, ses succès et ses échecs, ses certitudes et ses doutes. Mais il a réussi quelque chose d'extraordinaire. Il a capturé dans des mots une compréhension du conflit humain qui a traversé les siècles sans perdre sa force. Et dans ce sens, il est devenu immortel. Pas physiquement, bien sûr, mais intellectuellement, spirituellement. Ses idées vivent en nous, influencent nos pensées, façonnent nos actions. Et elles continueront à le faire tant qu'il y aura des êtres humains pour les lire, les méditer, les appliquer. C'est cela, peut-être, la vraie victoire. Non pas de conquérir des territoires, d'accumuler des richesses, de dominer des adversaires, mais de créer quelque chose qui survive à sa propre mort, qui continue à enrichir la vie des autres longtemps après que vous ayez disparu. Sun Tzu a remporté cette victoire. Et en ce sens, il a suivi son propre conseil. Il a gagné sans combattre. Il n'a pas imposé ses idées par la force. Il les a simplement partagées clairement, honnêtement, et leur qualité intrinsèque a fait le reste. Alors que cette histoire touche à sa fin, une question demeure. Qu'allons-nous faire de l'héritage de Sun Tzu ? Allons-nous le réduire à une collection de citations motivationnelles sur les réseaux sociaux ? Ou allons-nous nous engager sérieusement avec ces idées, les étudier en profondeur, les tester dans nos propres vies ? La première option est plus facile, la seconde est plus exigeante, mais c'est aussi celle qui honore vraiment l'esprit de Sun Tzu. Il n'a pas écrit pour divertir ou pour impressionner, il a écrit pour enseigner,
pour transmettre une compréhension durement acquise. Et cette compréhension mérite plus qu'une lecture superficielle. Si vous avez écouté cette histoire jusqu'au bout, peut-être avez-vous déjà senti cette invitation. L'invitation à penser différemment, à remettre en question vos habitudes, à développer une approche plus stratégique de vos défis. Peut-être avez-vous reconnu des situations de votre propre vie où les principes de Sun Tzu auraient pu vous être utiles. Des moments où vous vous êtes précipité alors que vous auriez dû attendre, où vous avez combattu alors que vous auriez pu contourner, où vous avez gaspillé vos ressources alors que vous auriez pu les économiser. Ces moments sont des opportunités d'apprentissage. Ils nous rappellent que nous avons toujours des progrès à faire, que la maîtrise est un chemin sans fin, pas d'une destination finale. Sun Tzu lui-même, s'il vivait aujourd'hui, apprendrait encore, s'adapterait encore, affinerait encore sa compréhension. Parce que c'est cela, l'esprit de la stratégie véritable. Une quête permanente d'amélioration, une volonté constante de voir plus clairement, de penser plus profondément, d'agir plus efficacement. Le soleil se couche sur notre exploration de Sun Tzu. Mais ce n'est pas une fin, c'est un début. Le début, peut-être, de votre propre voyage dans l'art de la stratégie. Un voyage qui vous mènera à travers vos propres batailles, vos propres défis, vos propres victoires et défaites. Et tout au long de ce voyage, les mots de Sun Tzu seront là, silencieux mais présents, vous rappelant les principes fondamentaux. Connaissez-vous vous-même, connaissez votre adversaire, choisissez vos batailles, adaptez-vous constamment et cherchez toujours la voie qui mène à la victoire avec le minimum de conflits. Nous avons voyagé loin, depuis les royaumes combattants de la Chine ancienne jusqu'au monde moderne globalisé. Nous avons vu comment les idées d'un seul homme ont traversé les siècles, les cultures, les langues. Nous avons compris que la stratégie n'est pas seulement l'affaire des généraux et des guerriers, mais de tous ceux qui cherchent à naviguer efficacement dans la complexité de la vie. Et nous avons réalisé que la véritable sagesse ne se périme jamais, qu'elle reste pertinente tant qu'il y aura des êtres humains confrontés à l'incertitude et au conflit. Sun Tzu nous a offert un don. Un texte court, mais infiniment riche, qui continue à nous enseigner 2 millénaires et demi après sa création. Ce don vient avec une responsabilité, celle de l'utiliser sagement, de le transmettre fidèlement, de l'enrichir par notre propre expérience. Chaque génération doit redécouvrir Sun Tzu, le réinterpréter pour son propre contexte, trouver de nouvelles applications pour ses principes intemporels. C'est ainsi que la tradition reste vivante, pas par une répétition mécanique du passé, mais par une réinvention créative qui honore l'esprit tout en s'adaptant aux circonstances nouvelles. Et maintenant, alors que cette narration touche à sa fin, je vous invite à poursuivre la conversation. Proposez des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un like si ce récit vous a touché. Mais plus que tout, je vous invite à lire L'art de la guerre par vous-même, à vous asseoir avec le texte, à le lire lentement, à méditer ses phrases, à chercher comment ces principes s'appliquent à votre vie, à vos défis, à vos aspirations. Et ensuite, à partager vos découvertes, à enrichir la conversation collective autour de ces idées anciennes, mais toujours vivantes. Sun Tzu n'est pas mort. Il vit chaque fois que quelqu'un applique ses principes avec intelligence et intégrité. Il vit chaque fois qu'un conflit est résolu par la stratégie plutôt que par la violence. Il vit chaque fois que quelqu'un choisit la clarté sur l'illusion, la patience sur la précipitation, l'intelligence sur la force brute. Et il vivra tant qu'il y aura des êtres humains qui cherchent à comprendre, à s'améliorer, à naviguer dans le monde avec sagesse et efficacité. C'est là l'immortalité véritable. Non pas une survie physique impossible, mais une présence continue dans l'esprit et les actions des générations successives. Sun Tzu a atteint cette immortalité. Et en étudiant son œuvre, en appliquant ses principes, en transmettant son enseignement, nous participons à cette continuité qui transcende le temps et l'espace. Nous devenons, à notre manière, les héritiers et les gardiens d'une sagesse qui appartient à toute l'humanité. Alors que la nuit tombe et que le silence s'installe, les mots de Sun Tzu résonnent encore. Celui qui connaît l'ennemi et se connaît lui-même peut combattre sans bataille, sans danger. Celui qui ne connaît pas l'ennemi mais se connaît lui-même a autant de chances de victoire que de défaite. Celui qui ne connaît ni l'ennemi ni lui-même perdra toutes les batailles. Ces mots, simples en apparence, contiennent une vérité profonde. La connaissance, la conscience, la lucidité sont les fondements de toute action efficace. Sans elles, nous errons dans le noir, espérant le meilleur, craignant le pire. Avec elles, nous avançons avec confiance, même dans l'incertitude,
car nous savons qui nous sommes et ce que nous affrontons. Et c'est sur cette note que nous terminons notre voyage à travers la vie et l'œuvre de Sun Tzu. Un voyage qui nous a menés à travers les siècles, à travers les cultures, à travers les applications innombrables de ces principes intemporels. Sun Tzu n'a peut-être jamais imaginé que ces mots traverseraient tant de frontières, toucheraient tant de vies, influenceraient tant de domaines différents. Mais c'est précisément parce qu'il a touché à quelque chose d'universel, à quelque chose de fondamentalement humain, que son héritage perdure. La guerre, au sens où Sun Tzu l'entendait, n'est pas simplement un conflit armé entre nations. C'est toute situation où des intérêts opposés s'affrontent, où des ressources sont limitées, où des décisions doivent être prises dans l'incertitude. En ce sens, nous sommes tous, chaque jour, engagés dans notre propre art de la guerre. Pas une guerre de violence et de destruction, mais une guerre de création et de navigation. Comment créer la vie que nous voulons ? Comment protéger ce qui nous est cher ? Comment avancer vers nos objectifs dans un monde qui ne facilite pas toujours nos efforts ? Ce sont les vraies batailles que nous livrons. Et pour ces batailles, Sun Tzu reste notre plus sage conseiller.